Bien. Je m'appelle Jean-Jacques Dègre, je suis membre de KPMG Avocats, professeur émérite de l'école de droit de la Sorbonne, mes domaines de spécialité étant le droit des affaires, le droit financier, le droit bancaire, voilà très simplement, et je suis membre du conseil scientifique de KPMG Avocats. Bien. Le thème, les NFT, aspects juridiques essentiels, donc des non-fungible tokens, comme on les appelle, traduction simplifiée NFT. Il faut essayer de ne pas se laisser prendre par la technique. La technique, effectivement, est lourde. Quand on planche dedans, on peut s'y perdre. Il n'est pas nécessaire de s'y perdre. C'est l'avantage du droit que de prendre en général du recul sur la technique, de la rendre relativement neutre, parce qu'en vérité, toute technique successive finit par poser à peu près les mêmes problèmes, pas exactement dans les mêmes termes, mais fondamentalement les mêmes problèmes fondamentaux. Bien. Donc, si je simplifie les choses pour bien raisonner d'un point de vue juridique, je crois que je peux me contenter de vous dire qu'un NFT, c'est au fond une sorte de titre qui donne accès à quelque chose. Un titre qui donne accès à quelque chose. Alors je dis un titre, ne le prenez pas dans un premier temps au pied de la lettre. Et pour ceux qui seraient juristes, ne le prenez pas au sens forcément de titre juridique. Ça n'est pas nécessairement aussi étroit. Mais c'est une manière d'obtenir un accès à autre chose. D'une certaine manière, si vous voulez faire une comparaison, vous pourriez éventuellement la faire avec les titres émis par les sociétés, des actions, des obligations, qui effectivement vous donnent droit à quelque chose dans la société. Mais ce ne sont pas des titres financiers émis par des sociétés, c'est autre chose. Mais le parallèle n'est pas complètement inutile. Ce qui fait que vous imaginez tout de suite qu'il y a deux éléments fondamentaux. Et en vérité, je vous dirais qu'il y en a un troisième à ajouter. Mais deux éléments fondamentaux, un titre qui donne accès à quelque chose. Ce quelque chose, c'est le sous-jacent dans lequel on va pouvoir entrer ou que l'on va pouvoir utiliser ou dont on va pouvoir se réserver éventuellement l'exclusivité grâce au NFT. Alors les exemples se multiplient aujourd'hui à loisir. Au début, il n'était pas certain que ça présente un véritable intérêt en dehors de certains mondes très particuliers, les mondes numériques. On s'aperçoit aujourd'hui qu'en revanche, les NFT ou leur utilisation se diversifient et d'une manière qui est presque infinie. J'ai jeté un œil rapidement aux coupures de presse que je garde depuis longtemps sur ce thème et je m'aperçois de la diversification extraordinaire de l'utilisation des NFT. Ça a commencé fondamentalement, du moins on en a beaucoup parlé, quand on a utilisé les NFT pour émettre des cartes de joueurs, en particulier par l'intermédiaire de Sorare. Mais il y a maintenant des tableaux, il y a aussi des tableaux numérisés. Là aussi, on en a beaucoup parlé à propos de ces premières œuvres purement numérisées qui d'un seul coup se vendaient extraordinairement cher. Mais il y a aussi, j'ai repéré, des photos numérisées, mais de lieux qui existent véritablement. J'ai vu que la ville de Cannes, c'est ce que je notais, avait décidé de photographier et numériser les photos d'un certain nombre de monuments et d'immeubles emblématiques de la ville de Cannes pour ensuite les vendre. Naturellement, il y a l'utilisation des NFT dans les produits de luxe, soit pour vendre un produit de luxe lui-même numérique, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'existence réelle, ou pour vendre même un produit de luxe existant. Le NFT peut être un intermédiaire. J'ai repéré aussi, mais je vais arrêter la liste parce qu'elle serait trop longue, dans le domaine des vins, à la fois pour acheter des vins de qualité, des vins de Bordeaux, des vins de Bourgogne ou d'ailleurs en primeur, qui sont entreposés et avec une étiquette spéciale qui est dans l'épaisseur du verre de la bouteille. Cela permet de relier ça à un NFT. Vous achetez le NFT qui est représentatif de tant de bouteilles, de telle cuvée, de telle année. Et théoriquement, cela vous donne le droit de propriété. Ce NFT contient le droit de propriété sur les bouteilles que vous avez achetées et qui sont entreposées. Alors, quels sont les intérêts ou quel est l'intérêt de créer des NFT ? Pour le créateur, c'est assez évident. Ça lui permet de créer tout simplement de nouvelles œuvres ou de nouveaux produits et de les mettre sur leur marché. Il y a un aspect
commercialisation, qui paraît tout à fait naturelle, et ça lui assure aussi une traçabilité. Ça, c'est un point très important, puisque, j'y viendrai, mais je le lâche tout de suite, la particularité de ce titre qu'est le NFT, c'est d'être inscrit dans une technique très particulière, dont le modèle même est aujourd'hui la blockchain, mais il peut y en avoir d'autres. Incontestablement, c'est aujourd'hui la blockchain qui est la plus avancée et la plus répandue. C'est aussi l'occasion pour le créateur de créer une communauté de titulaires de NFT dans le même domaine, par exemple les cartes à jouer de joueurs, et d'avoir à sa disposition une communauté auprès de laquelle il pourra faire passer des messages ensuite, ou qu'il pourra activer ou réunir, ou à laquelle il aura plus de facilité dans l'avenir de vendre d'autres NFT. Pour le souscripteur, c'est d'entrer dans cette communauté, la communauté des joueurs de Sorare, ou la communauté des joueurs d'une autre organisation qui permet d'aller participer à un certain nombre de jeux collectifs. Mais c'est aussi, incontestablement, il y a un aspect très net de spéculation. Spéculation sur les NFT, qui est un aspect aujourd'hui très lourd, qui est en quelque sorte aggravé par le fait, je vous le dis tout de suite, que le plus souvent, les NFT sont proposés à la vente contre paiement, non pas en euros ou en devises d'État, mais contre une crypto-monnaie. En général, on associe le NFT, qui est un titre numérique, à un paiement en crypto-monnaie, c'est-à-dire en monnaie numérique. Ça n'est pas obligatoire. On peut très bien vendre un NFT et demander le paiement en euros ou en dollars ou en ce que vous voulez. Mais en général, c'est une occasion de fédérer plusieurs communautés. La communauté des titulaires de cette crypto-monnaie, que ce soit le Bitcoin, que ce soit l'Ether ou que ce soit toutes celles qui se sont multipliées, avec la communauté des titulaires de NFT, il y a là un aspect très marketing qui est important. Et puis, il y a l'intérêt des intermédiaires, car à partir du moment où tout cela passe par une technologie particulière qui est la blockchain, il faut... Alors, on peut créer sa propre blockchain, théoriquement, on le peut. Il faut en avoir les moyens matériels, les moyens financiers, les moyens de compétences, mais on utilise en général une blockchain qui est mise en œuvre et proposée par l'intermédiaire du créateur et de l'exploitant de cette blockchain, c'est-à-dire une plateforme. Et alors, le créateur passe par cette plateforme et le souscripteur achète par l'intermédiaire de cette plateforme. L'intérêt technique du NFT, c'est-à-dire de cet élément numérique qui est dans une blockchain, c'est de bénéficier des caractéristiques fondamentales de la blockchain. C'est d'être décentralisé. C'est un atout, c'est pas forcément toujours un atout, on commence à s'en apercevoir. Surtout quand c'est décentralisé dans des pays tellement lointains que s'il y a un problème, vous n'irez pas faire un procès en Ouzbékistan, ne vous faites pas d'illusions. Pardon de prendre cet exemple, il me vient à l'esprit, je ne le vise pas tout particulièrement, c'est un pays magnifique que je connais bien. C'est, dit-on aussi, le caractère immuable de l'inscription dans les blocs de chaîne, c'est vrai. On ajoute que c'est en général le caractère inviolable. Quand on s'aperçoit de l'évolution de la méthode d'inscription dans la blockchain. Je n'entre pas dans le détail technique volontairement. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on est passé dans une nouvelle méthode qui est infiniment moins fiable de ce point de vue-là et que le caractère inviolable n'est absolument pas absolu et semble-t-il de moins en moins, même s'il y a une très forte fiabilité technologique. On ne peut pas non plus la nier. Et puis, incontestablement, la technique de la blockchain facilite la transmission par inscription dans un nouveau bloc au nom indirectement d'une nouvelle personne. Donc je vous ai dit en commençant, et c'est ce qu'il faut toujours retenir, c'est que ce phénomène comporte en vérité 3 éléments, 2 fondamentaux, mais le troisième ne l'est pas moins, sauf que le troisième, il est fondamental en matière juridique, il ne l'est pas en matière technique. Le NFT, qui donne accès à un sous-jacent, et dans le NFT, ce que l'on appelle, c'est le vocabulaire des informaticiens, le code, c'est-à-dire en vérité tout simplement des conditions générales d'acquisition et d'obtention du NFT, ce n'est rien d'autre, qui sont donc juridiquement très importantes, car quand sur une plateforme j'irai acheter un NFT, les droits que je vais obtenir seront déterminés par ce que les informaticiens appellent le code.
qui contient en réalité les conditions générales qui déterminent les droits et leurs limites de ceux que j'obtiendrai. On peut avancer. Voilà pour le NFT, qui donc est sur la blockchain, qui donne accès à un sous-jacent. Je vous ai dit que ce sous-jacent, il peut être de tous ordres. Il est souvent numérique, natif pour utiliser du franglais, donc d'origine, mais ça peut être numérisé, mais c'est peut-être aussi un bien réel, qui est lui-même numérisé, représenté numériquement. La particularité technique étant que j'ai une exclusivité relative, je vous le dis tout de suite, contrairement à ce qu'on dit, cette exclusivité est relative. J'ai une exclusivité relative d'accès à ce sous-jacent qui est dans un fichier numérique parce que l'URL du fichier est inscrit dans le NFT qui lui-même est dans un bloc d'une blockchain, donc théoriquement inviolable, immuable. C'est sans doute l'un des intérêts de la chose. Alors, puisque aussi je dois vous parler de cela, quelle est la nature juridique de ces NFT? La loi Pacte de 2015 a essayé d'enserrer tous ces nouveaux actifs numériques. C'est une nouvelle catégorie juridique, les actifs numériques, qui prend place à côté des titres financiers et qui n'en sont pas, des biens divers et qui n'en sont pas, qui sont spécialement réglementés depuis des années par le Code monétaire et financier. Troisième catégorie nouvelle intégrée dans le Code monétaire et financier, les actifs numériques. Dans les actifs numériques, la loi Pacte en dégage deux types. Les jetons proprement dits, et les NFT sont des jetons dits non fongibles, dans la mesure où chaque jeton est un exemplaire unique, même si je vous dis que c'est assez relatif. Et puis, à côté des jetons, ce qu'on appelle les valeurs, c'est-à-dire en vérité les crypto-monnaies. Incontestablement, ce n'est pas une crypto-monnaie. Dans la définition de ces jetons, il entre une définition positive, un bien incorporel donnant un droit d'accès à quelque chose, c'est ce par quoi j'ai commencé, mais qui ajoute, et qui par ailleurs n'est ni un titre financier, c'est pas une action, c'est pas une obligation, c'est pas la contrepartie d'un morceau du capital d'une société, c'est pas un prêt fait à cette société au travers d'une obligation, c'est autre chose. C'est certes un mode de financement qui peut être utilisé, mais qui prend sa place à côté et par différence aux deux autres. Et c'est pas non plus un bien divers, mais ça c'est autre chose, et c'est pas non plus une crypto-monnaie. Alors, l'émetteur des jetons, donc parmi ces jetons, l'émetteur des NFT qui sont des jetons particuliers peut demander un visa optionnel à l'autorité des marchés financiers, comme pour l'émission des titres financiers. Il y a eu un parallèle qui a été fait. Cela n'a rien d'obligatoire. Ça n'a strictement rien d'obligatoire. Et pour obtenir le visa, il doit publier ce que l'on appelle un livre blanc dans lequel il va présenter les caractéristiques du NFT qu'il émet. La loi Pacte réglemente aussi les intermédiaires des jetons, donc les intermédiaires qui vont se charger soit de créer techniquement le NFT, puis ensuite aider à leur transmission, circulation et récupération. Les prestataires de services sur actifs numériques et eux-mêmes sont réglementés. Quant à la fiscalité, en deux mots, la question était de savoir si la fiscalité, c'est celle des bénéfices. Impôt sur les sociétés pour une société, bénéfices non commerciaux ou bénéfices industriels et commerciaux. La loi a eu l'intelligence de choisir au contraire le régime des plus-values, comme exactement les plus-values sur la valeur mobilière, avec le bénéfice de la flat tax, donc la taxe unique à 30%. Quant à la TVA, pour l'instant, les spécialistes dont je ne fais absolument pas partie semblent aujourd'hui hésiter entre la TVA sur les biens ou la TVA sur les services, car effectivement, on peut se demander si, très juridiquement, malgré la loi Pacte qui en fait un bien incorporel, ce n'est pas plus un service qu'un bien à proprement parler. Voilà, j'arrête là, on me fait signe parce qu'il faut que je me prête volontiers au jeu des questions. Il y aura un micro à votre disposition, hein.
La loi dont vous parlez, elle est applicable aux plateformes qui opèrent sur le territoire français ou aussi sur les... Alors, aux plateformes qui opèrent sur le territoire français et qui soit se sont fait simplement enregistrer avec des conditions à minima et aujourd'hui très insuffisantes. En particulier, il n'y a pas de garantie de restitution du NFT ou de l'argent reçu. Donc il y a quand même un gros problème aujourd'hui. Mais ils peuvent aussi demander plus qu'un enregistrement. Et à ce moment-là, il faut remplir des conditions qui sont assez équivalentes avec les intermédiaires financiers. Il y a un règlement européen qui vient d'être publié, qui entrera en vigueur un peu plus tard, qui, au fond, généralise, je simplifie, mais c'est assez juste, le régime français de la loi Pacte à l'échelle européenne avec des contraintes un peu plus grandes, mais avec cette particularité, la loi Pacte française vise indistinctement tous les jetons, même les NFT, alors que le règlement MiCA ne visera pas les jetons. Donc on est encore dans le brouillard pour les NFT à l'échelle de l'Europe. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui? Merci. Est-ce que vous avez quelques mots concernant... Il faut que vous parliez très près du micro. Ah, c'est mieux comme ça? Oui. Est-ce que vous avez quelques mots concernant identifier les personnes qui achetaient les NFT? C'est anonyme? Alors, vous avez toutes sortes de personnes. L'idéal pour le créateur d'un NFT, c'est de trouver le public le plus large et de le vendre à la plus grande masse possible. Par exemple, les cartes à jouer Sorare sont vendues, j'allais dire, à tout et n'importe qui. Ça n'est pas péjoratif, c'est ouvert à tous. En revanche, le créateur du NFT peut tout à fait décider de leur réserver une catégorie de personnes et de créer une communauté avec des critères d'appartenance. C'est le créateur du NFT qui va dans le code, c'est-à-dire dans les conditions générales, mettre les limites de la communauté à laquelle il s'adresse. Et l'idéal, c'est de s'adresser au plus large possible parce qu'il y a un côté de commercialisation derrière et de spéculation de la part de celui qui achète. C'est un vrai challenge en ce qui concerne la loi et les règles. Il faut vraiment que vous parliez tout près du micro. C'est un vrai challenge en ce qui concerne la loi et les règles concernant NFTs. Oui, vous avez raison, c'est tout à fait un challenge. C'est le problème juridique que chaque État rencontre chaque fois qu'il est face à une technologie nouvelle. La question qui se pose est, dans un premier temps, je ne réglemente pas parce qu'il faut que je laisse l'innovation se faire. Donc il ne faut surtout pas que je commence à l'enfermer, la brider et finalement la tuer dans l'œuf. Et d'un autre côté, très vite, quand elle sort d'un cercle de happy few qui savent de quoi il s'agit, qui savent quels sont les risques qu'ils prennent et qu'on commence à s'adresser à tout le monde, à monsieur tout le monde ou madame tout le monde, il faut à ce moment-là se mettre à protéger les intéressés. Parce que le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, vous achetez une action en bourse, il y a une réglementation extrêmement restrictive pour l'émetteur, pour la bourse, l'intermédiaire, la place de marché, et très protectrice du souscripteur. Certes, il prend un risque financier, à lui de le calculer, mais à part cela, il est extrêmement protégé par des informations très renforcées. Vous achetez d'une certaine manière l'équivalent par un NFT, vous n'avez aujourd'hui aucune protection. Donc, et vous avez par exemple aucune protection contre le blanchiment d'argent sale. Au fond, vous pouvez ne pas savoir à qui vous l'avez acheté. Vous pouvez ne pas savoir où va votre argent. Peut-être que vous avez payé, que vous ne serez pas livré. Vous voyez, ce sont des questions basiques, mais que l'on retrouve quelle que soit la technologie. Allez-y. Merci déjà pour votre intervention. J'avais une petite question. Vous avez parlé tout à l'heure de pouvoir concéder des droits d'exploitation lorsqu'un possédant du NFT. Savoir si vous avez des cas d'usage en tête d'administration de licence d'exploitation, par exemple, à travers un NFT. Quel type de licence d'exploitation? Typiquement dans le domaine de l'image, par exemple. D'accord.
Donc on tombe dans le domaine de la propriété littéraire artistique. Alors c'est très particulier et ça a souvent commencé par ça, c'est-à-dire un NFT donnant accès à une œuvre numérique qui est une œuvre d'art protégée en France, mais dans presque tous les pays, par un droit de la propriété littéraire artistique selon des modalités qui peuvent être très variables, c'est vrai. Le problème en droit français, c'est que vous avez les droits pécuniaires que l'auteur de l'œuvre peut vendre, peut céder, droit de reproduction, droit de divulgation, droit de présentation, mais dans la limite de ce que l'auteur de l'œuvre, et c'est depuis la Révolution et bon marché, c'est comme ça, vous concède. En revanche, il conserve un droit moral, qui est par exemple le droit un jour de dire « je vous interdis de continuer à exploiter l'œuvre, je ne veux plus que vous la présentiez dans un musée, dans une exposition ou ailleurs ». Le droit moral, d'ailleurs, me permet, moi l'auteur, de vous interdire de modifier mon œuvre aussi. Ce qui fait que, en vérité, si l'émetteur du NFT n'est pas l'auteur de l'œuvre numérique, ce qui est le cas, il faut d'abord que l'émetteur du NFT se soit fait consenti, ce que vous appelez une licence. C'est un vocabulaire tout à fait juste, même s'il n'est pas propre au droit français, mais peu importe. Il faut d'abord qu'il se soit fait concéder les droits pécuniaires de l'auteur dans les limites que l'auteur aura bien voulu déterminer. Et c'est alors dans la limite de ces droits concédés à l'émetteur du NFT qui lui-même va les reconcéder à l'acheteur du NFT. Avec alors un intérêt du NFT par la blockchain. C'est que dans une œuvre d'art, quand vous la vendez une fois, vous touchez le prix, et après, quand elle est revendue, c'est fini, sauf pour les tableaux effectifs, où il y a un droit de suite quand ils sont revendus par des professionnels, mais pas entre particuliers. Avec le NFT, vous pouvez mettre dans le code, et ça va être automatique grâce à la blockchain, qu'à chaque revente, que l'on connaîtra forcément, puisqu'il faudra une nouvelle inscription dans un bloc. À ce moment-là, une partie de la somme payée par le sous-acquéreur soit versée à l'auteur d'origine. Des royalties, en fait. Tout à fait. Et on s'aperçoit que c'est très utilisé. J'ai vu, je ne sais plus quel intermédiaire, un des plus grands intermédiaires, une des plus grandes plateformes de NFT prélève 30%. Ce qui m'a paru assez... Bon, mais comme elle est d'origine américaine, il n'y a pas de limite. Je pense qu'on m'a dit que c'était la dernière question. Je vous remercie beaucoup.